Comment est-ce que tu sais que tu as le talent pour réaliser ça? Au fait, c'est ça le piège au fait. Lorsque tu te dis que faut que je trouve le talent, est-ce que j'ai le talent pour le faire? Si tu te poses ces questions-là, tu vas avoir le doute. Faut juste le faire. Mais si tu te casses les dents, tu le refais et puis tu continues à avancer. Et après, les gens vont te dire, ah, au fait, il a le talent pour ça. Ouais. Tu vois, et puis après, tu te réalises, enfin, oui, j'ai le talent. Son style incarne la hype ivoirienne des années 2020. Fou amoureux de son pays, la Côte d'Ivoire, Aristide Loua a fondé Kente Gentleman, une marque de mode inspirée de toute sa vie entre les États-Unis et l'Afrique. Passionné, artiste et entrepreneur, cet ancien étudiant en mathématiques a un calcul bien précis pour emmener sa marque au sommet. Je vous invite à découvrir le state of mind, l'état d'esprit de Aristide Loua. Bienvenue Aristide. Merci Kai. Très belle présentation, merci. On dit quoi? Ouais, ça va, ça va. Je vais commencer une phrase et je vais te demander de la terminer. Un jour, ma mère m'a offert un costume et oui, oui, c'était des chemises en pagne et j'en suis tombé amoureux. Je me suis dit, c'est ce que j'attendais de voir depuis un moment, c'est ce que j'entendais ressentir depuis un moment parce que ça faisait au moins 10 ans que je n'étais pas retourné au pays. Et le fait de recevoir ces chemises-là m'ont vraiment touché. 14 ans, je vais en Inde. Ensuite, après les études au lycée à Pondichéry, je continue mes études universitaires aux États-Unis. Donc tu es loin de la Côte d'Ivoire. Ouais, très loin. Et tu reçois ces chemises-là. Et ça fait un effet… Ça fait un effet particulier où j'ai envie d'avoir plus, mais j'en trouve pas malheureusement parce que soit la qualité n'y est pas, ou soit c'est pas accessible parce que je vis aux États-Unis. En fait, je parle de ça parce que moi, je m'intéresse beaucoup au sujet du déclic. Quand je lis les biographies ou tu écoutes les interviews, tu te rends compte que les personnes ont très souvent eu un déclic. Et pas que les entrepreneurs, même dans les vies professionnelles, j'ai envie de dire classiques, il y a des déclics où les gens se disent, parfois ils ont 32 ans, ils se disent, en fait, ça fait 10 ans que je suis comptable, mais ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Et ils ont un déclic qui les emmène vers leur vraie passion. En plus, ça peut arriver à n'importe quel âge. Je veux dire, Justin Bieber, il a peut-être eu son déclic à 6 ans. D'autres l'ont à 30, d'autres à 50. Et donc, pour toi, il y a eu ce déclic-là, où tu reçois ces chemises. Et je crois qu'il y a eu un autre déclic, un documentaire qui t'a beaucoup marqué, c'est ça? Oui, c'est Slum Flower, c'est un short film réalisé par des créatifs ghanéens, Joshua Kissi et Travis Camp. Ça se passait en marge de justement la Fashion Week à New York en automne 2013. Et la beauté du film, ça parlait plus du sens où, quel que soit ton environnement, il faut toujours avoir sa propre personnalité. Et cette personnalité-là peut se révéler plus par la mode, on va dire, par ton comportement, par ton style vestimentaire. Et ce style qui est propre à toi, va permettre d'affirmer ce que tu es ou ce que tu veux être dans la vie ou dans la société. Et de voir ce film être réalisé par des créatifs africains ou d'origine africaine à New York, c'était vraiment parlant. Et l'aspect visuel aussi du film, c'était vraiment parlant. On peut le trouver, Oui, ouais, comme ça je mettrai un lien. Absolument. Ok. C'est vrai que très souvent, on va dire qu'on assimile l'artiste, la personne qui fait les choses pour la beauté du geste, et l'entrepreneur qui pense argent. Et donc on va essayer d'opposer un peu ces deux mondes-là. Mais en plus, dans ton cas, tu es plus qu'artiste puisque tu mets beaucoup d'engagement. Tu parles beaucoup du développement social, notamment par ta capacité à faire travailler des artisans locaux, etc. Est-ce que tu peux déjà expliquer comment ça se matérialise et à quel point c'est important pour toi cet aspect-là de ta carrière? Lorsqu'on a pu trouver les différents artisans avec lesquels travailler,
et que j'ai pu leur expliquer la vision de la marque ou la vision de notre projet, ils ont tout de suite été séduits. Et puis, ils ont pensé aussi à leur famille, à leur communauté qui derrière, pourront recevoir des ressources financières aussi pour subvenir à leurs besoins. On a parlé d'émotions, de vision, de ce qu'on ressent, de travail d'équipe, d'artisans locaux. Et maintenant, après, vient cette dimension business. Toi, comment est-ce que tu gères l'entreprise, on va dire? C'est très, on va dire, terre à terre, parce que moi, déjà, j'ai vite compris que le fait d'utiliser même le pain local, c'est très important parce que lorsqu'il y a un tisserand, lorsqu'il y a un client qui achète une pièce, directement, le tisserand reçoit un revenu, le tailleur aussi reçoit un revenu, et nous aussi, on reçoit un revenu par rapport aux bénéfices qu'on va faire sur la pièce. Donc voilà, c'est un système économique assez simple, on va dire. Pour qu'on visualise bien, c'est quoi une journée type d'un artiste entrepreneur? Parce que tu dois à la fois créer, tu dois à la fois dessiner, tu dois à la fois y aller clients, enfin… Ouais, c'est tout un travail. C'est tout un travail. Déjà, nous, on a une plateforme. Déjà, quand on a commencé avec une plateforme en ligne, c'est-à-dire un web store. Parce qu'on s'est dit que voilà, avoir une boutique physique, il fallait payer un loyer, il fallait avoir des charges, payer les factures d'électricité, etc., etc. Et pour le local. Mais on s'est dit ce qui était important déjà, c'est pour pouvoir avoir un atelier. Et donc là, on a un atelier avec 4 personnes qui travaillent avec nous, 3 personnes en plein temps et une personne en temps partiel. Et donc moi, dans mon quotidien, où je crée d'abord un pain, parce que déjà tous les pains qu'on lance, ce sont des pains qu'on ne trouve pas dans le marché. Ce sont des pains qui sont créés à la maison. C'est-à-dire lorsque tu vois un pantalon, une chemise, et tu vois un certain design, tu te dis, ah, ça c'est du Kente Gentleman, c'est pas un pain que tu auras vu quelque part d'autre dans le marché. Et lorsque j'aurai créé le pain en question, j'envoie ça au tisserand. Ils vont réaliser, concrétiser le dessin et ensuite m'amener la pièce, la matière première finie à l'atelier. Et à l'atelier, je vais encore discuter avec les tailleurs pour concevoir soit une chemise, une veste ou un pantalon. Et ensuite, on va rentrer en studio pour prendre en photo la pièce finie en question. Une partie que tu aimes beaucoup. Voilà, exactement. Qu'on voit sur Instagram, exactement, c'est toujours avec un style très fort. Exactement, justement, il faut avoir ce style très fort parce qu'il faut se détacher. Il faut avoir une identité claire et précise à la marque, au fait. Et surtout après le studio, on va publier justement le produit sur la boutique en ligne. Et ensuite, avec tous les détails du produit, d'où ça vient, comment il a été créé, etc. Comme ça, il y a le client qui va pas sur la plateforme juste voir une photo d'une chemise ou se dire non, il va lire toute une expérience, comment le produit a été fait, tout ce qui est les démarches et tout. Et si ça lui plaît, il va acheter le produit. Et lorsque nous, on reçoit la notification d'une commande qui est passée, directement, on lui envoie le produit à la taille ou aux mensurations que le client a désiré. Ouais. Soit on lui envoie, ou soit si vous êtes VIP, on vous livre. Exactement, comme on vous livre, bon. Comme un certain. On vous livre, le patron vous livre. En personne en plus. Avec la signature et tout. Et d'accord, d'ailleurs, il y a une nouvelle commande qui vient d'arriver, mais je n'ai pas voulu montrer tout de suite, voilà. Il y a toute une génération d'artistes africains. Enfin, tu parlais de saison, mais j'ai l'impression que c'est la saison africaine, là, toute l'année. C'est-à-dire, là, 2018, 2019, 2020,
Africa is winning, bro. It's winning. It's absolutely. Everybody looking at us. Et c'est clair parce que justement, même avec ce qui s'est passé récemment avec Beyoncé, là, il y a tout un regard en ce moment sur l'Afrique et c'est bien parce qu'il y a toute cette génération africaine qui est travailleuse, qui va à 100% dans leur passion, dans tout ce qu'ils font, que ce soit dans la photographie, dans la mode, dans la littérature, qui essaient de faire valoir leur savoir-faire et apporter une touche, une valeur ajoutée par rapport aux traditions locales ou par rapport à ce qui s'est fait ici et puis essayer de les rendre commerciales ou à tout un public, qui soit un public local ou un public international. Tu peux me donner des exemples dans cette génération-là de jeunes qui vraiment ces temps-ci t'impressionnent justement, qui ont su vraiment faire leur place dans cette génération-là? Oui, absolument. Déjà, même ici en Côte d'Ivoire, il y en a plein qui font ça. La Falaise Dion, Loza Maléambo, Mali Kébé en photographie, qui a justement été reconnu par Apple ou par même Instagram. Dadi, photographe, Kadet Diaby, photographe et créateur. Je sais que tu es souvent au Ghana, tu as tes connexions avec les Afro-Américains de New York, etc. Ici en Côte d'Ivoire, à part pour Loza, Maléambo, il n'y a pas vraiment une marque, surtout une marque masculine, qui a un niveau assez... on va dire, il y a les anciens comme Alpha D ou qui ont habillé des grandes personnalités comme Mandela ou le roi du Maroc, etc. Oui, exactement, mais ça c'est une autre génération. Là, on vit d'une génération qui est plus portée sur les réseaux sociaux, le digital. Donc c'est des nouveaux, il y a des nouvelles conventions, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles structures. Mais personnellement, pour moi, ce serait de faire des présentations dans les plus grandes, que ce soit London Fashion Week ou New York Fashion Week, ou avoir une présence dans différentes boutiques dans le monde. Là, par exemple, Quinté, ça se vend dans plusieurs boutiques, 2 boutiques à Paris. Voilà, exactement, au moins une quinzaine de boutiques dans le monde entier. Donc, et dans différents, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Afrique. Je vais revenir un peu en arrière sur, tu disais, tu étais étudiant en maths. Finalement, tu aurais pu, le fait que ta mère t'offre ses chemises, le fait que tu vois ce documentaire, tu aurais juste pu devenir une fashion victime, un consommateur, être passionné et juste aller faire du shopping, etc. Mais comment tu sais que tu as le talent pour? Justement. Parce que là, c'est pas juste créer un business, genre je vais créer un business ou je vais créer des tables. C'est je vais créer une marque, une identité. Donc comment est-ce que tu sais que tu as le talent pour réaliser ça? Au fait, c'est ça le piège au fait. Lorsque tu te dis que faut que je trouve le talent, ou est-ce que j'ai le talent pour le faire? Parce qu'à un certain moment, si tu dis que si tu te poses ces questions-là, tu vas avoir le doute. Et lorsque le doute s'installe, c'est bon, tu vas te dire, mais peut-être si je présente ce projet-là, le monde ne va pas admirer ou les personnes ne vont. Il faut juste le faire. Mais si tu te casses les dents, tu le refais et puis tu continues à avancer. Et après, les gens vont te dire « Ah, au fait, il a le talent pour ça. Et puis après, tu te dis « Enfin, oui, j'ai le talent. » Peut-être si je présente ce projet-là, le monde ne va pas admirer ou les personnes ne vont. Il faut juste le faire. Mais si tu te casses les dents, tu le refais et puis tu continues à avancer. Et après, les gens vont te dire « Ah, au fait, il a le talent pour ça. » Et puis après, tu te dis « Enfin, oui, j'ai le talent. » Exactement, il faut s'imposer, il faut se dire « Il faut le faire. » Il faut juste le faire. Il ne faut pas se poser des questions. Tu y vas, tu y vas. Si tu te casses les dents, tu vas te casser les dents, ce n'est pas grave. Mais au fait, à un certain moment, tu as cette passion-là et cette énergie de vraiment le faire qui va te pousser carrément à juste le faire, au fait, sans même te poser des questions. Tu as déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur? Voilà, exactement. Le syndrome de l'imposteur, c'est même les grandes célébrités ou les grandes, comme Nina Simone ou Maya Angelou, qui se disaient que c'est le syndrome de se dire, mais au fait,
est-ce que je suis artiste ou est-ce que je suis écrivain? Et j'ai tout ce sujet, mais est-ce que je Je fais pas suis de la... légitime. Exactement, Ouais. est-ce que c'est pas une tromperie? Est-ce que est-ce que c'est pas une fraude? Mais non. Pour bien expliquer, donc le syndrome de l'imposteur, c'est effectivement c'est une sensation un peu psychologique de toujours avoir l'impression qu'on n'est pas vraiment à sa place, qu'on ne mérite pas ce qu'on a, etc. Il y a énormément de débats en ce moment sur ce sujet-là. J'en vois beaucoup même sur Instagram poser des sujets là-dessus. Mais tu auras des échecs, mais le peu de succès que tu auras va te permettre d'aller encore plus haut. Il y a des erreurs, toi tu peux nous citer des exemples d'erreurs que tu as fait que tu es content d'avoir fait ces erreurs? Oui, surtout dans le choix, dans la qualité du tissu. Il y a eu des moments où, des fois, tu as l'impression, surtout au début, tu as l'impression que le tissu n'est pas en vrai. Tu te demandes exactement est-ce que tu peux vraiment faire confiance aux tailleurs ou aux artisans. D'ailleurs, aux artisans d'abord, ensuite les tailleurs, les finitions sont parfaites et tout. Il y a eu des moments où c'était vraiment difficile, mais les personnes avec lesquelles tu travailles, ils commencent à comprendre aussi ta vision des choses, ils commencent à comprendre tes exigences ou voilà, tes expectations, et puis ils se disent, OK, voici ce qu'on doit faire pour arriver où notre vision là sera plus conceptuelle mais beaucoup plus pragmatique. Je pense aussi le fait que je ne viens pas du milieu de la mode est aussi un plus dans le sens où je ne suis pas les codes voilà, par exemple, si j'étais allé en école d'art ou en école de couture ou en école de mode, je me serais dit, OK, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, sinon, voilà. Mais lorsque tu brises les barrières, lorsque tu n'as qu'une idée de ce que tu fais, c'est encore beaucoup mieux que d'avoir une idée exacte de ce que tu dois faire au fait. Souvent, même les artistes dans la musique disent que leur son qui fonctionne le plus, c'est très rarement les sons sur lesquels ils misaient pour conquérir leur public. Absolument. Donc parfois, c'est vraiment c'est le public qui décide. Exactement. Tu étudies beaucoup, en fait, le process de ce que tu fais. Alors là, on a beaucoup parlé de mode. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à la musique. Et dans le côté DJ aussi, on te voit parfois à Abidjan, à côté de DJ plus expérimentés, à répéter les choses. Quand tu parles de tissus, quand tu parles de technique, tu vas toujours aller étudier à la fois l'histoire, à la fois la technique. Donc d'où ça te vient ça? Et est-ce que c'est un besoin que tu as ou voilà, j'aimerais que tu m'expliques ça. Ouais, je pense que je suis tellement pris de curiosité que déjà il y a la passion, mais aussi la curiosité. Genre, je me dis. Et le background scientifique, est-ce que ça. Il y a le background le scientifique. côté mathématique. Ouais, absolument, parce que les mathématiques, c'est quoi? Lorsque tu veux résoudre une équation ou un problème, tu dois le détail là, tu dois connaître ça, tu dois connaître la valeur de ça, et puis après tu mets le tout, et puis après tu dis, OK, comment je vais positionner tout cela pour arriver à résoudre l'équation. Déjà, il faut établir l'équation avant de la résoudre, tu vois. Justement, la première fois que je suis allé d'abord dans un village, ça c'était pour les tisserands en Baoulé, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai carrément pris un car, je suis arrivé. Après, je suis arrivé à Yamoussoukro, d'Abidjan à Yamoussoukro. Ensuite, Yamoussoukro, je prends les taxis brousse là pour aller. Ça, c'est le behind the scenes. Exactement, ça, c'est les choses, le côté non glamour que les gens. Exactement. Où tu es coincé tu es entre une dame qui est là et le monsieur qui est là avec son poulet, caché. Et tu es entre ça pour un voyage de 40 minutes. Et c'est tout ça, au fait. C'est parce que même si c'est dans un espace, entre guillemets, désagréable, mais dans le fond, tu es content parce que tu vis toute une expérience. Tu te dis, voilà, ça c'est une expérience qui est assez palpable, c'est assez, et ça te motive à aller encore plus loin.
Et quand j'arrive au village, voilà, c'est tout un univers. Il y a plein de personnes qui font ça. Tu vois les gens qui tissent de partout. Tu discutes avec eux. Tu vois les fils qui sont suspendus. Tu vois d'autres qui sont en train d'être lavés. Tu vois les bobines qui sont en train d'être… les filatures qui sont en train d'être faites. Et tu te dis, mais c'est dingue, c'est immense, c'est un trésor tout ça. Donc finalement, tu t'es créé un réseau Absolument. d'artisans aux quatre coins de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Absolument, absolument. Et du coup, tu parlais de ton business model tout à l'heure. Ça va être en fait ces personnes-là qui vont également gagner des ventes si elles participent du coup à la production. Absolument. Et ce qui est intéressant aussi là-dessus, et ça c'est un autre sujet assez politique, parce que quand je lui parlais tout à l'heure des chemises que j'ai reçues de ma mère, c'était des chemises en wax. Ce n'était pas des chemises en pagne quintée ou en pagne tissée. Et lorsque j'arrive en Côte d'Ivoire après 10 ans à l'extérieur du pays, et je découvre le pagne kita, mais je suis carrément séduit. Et au fait, je suis aussi séduit par le fait qu'il y a un impact, même s'il est moindre, après, avec le futur, on espère que ce sera un impact beaucoup plus énorme. Mais tu te dis, si par exemple un client porte une pièce, une chemise en pagne tissé au lieu d'un pagne wax, directement, c'est et le tailleur et le tisserand qui a un revenu. Mais si c'est un pagne wax, c'est seulement le tailleur et les grosses chaînes de production de pagne wax qui reçoivent le revenu. Parle-moi de tes voyages. Qu'est-ce que ça apporte à ta vision d'artiste, mais également d'entrepreneur? Parce que on parle beaucoup de l'esprit francophone versus esprit anglophone. Ouais. Toi, tu es vraiment un produit des deux. J'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais 15 ans. La famille s'est installée en Inde. Donc l'Inde, c'est quoi? C'est un pays très culturel, spirituel, de tous les extrêmes, que ce soit dans le climat, dans les cultures, dans les religions, dans les couleurs. C'est vraiment une explosion de tout. Et ensuite, lorsque après 4 ans en Inde, je vais aux États-Unis, qui est encore un autre… Aux États-Unis, c'est plus time is money. Tu vois, c'est plus go-getter, c'est plus l'esprit d'aventure, c'est plus l'esprit entrepreneuriat, c'est plus l'esprit de business. Et quand tu couples avec cet esprit de culturel, indien ou spirituel, très fantastique, surréaliste même des fois, avec cet esprit américain de time is money, business, 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 tu te dis, OK, tu peux mélanger ce tout-là pour après, maintenant, avec ta propre culture, tu additionnes tout ça, bah, tu as Kente John. Ah, là, on a la recette. Là. Exactement. Là, on a la recette. Et du coup, ce côté go-getter, c'est quelque chose auquel tu tiens. C'est ça ou rien, tu vois. Pas d'excuse. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux finir en donnant ta définition du rêve africain? Le rêve africain, pour moi, c'est le jeune Africain qui arrive à produire, qui arrive à affirmer ce qu'il veut réaliser dans sa vie en respect des traditions locales, très très important, mais aussi qui apporte une valeur ajoutée à ces traditions locales-là, sa propre perspective, tu vois, c'est ça le rêve africain pour moi. Ouais. La définition est parfaite, j'ai rien à rajouter. Merci mon gars. Merci.